C'est l'heure. Bienvenue à tous. On va démarrer. On commence même avec 2 minutes de retard. Merci d'être là. Donc, je suis Philippe Rodriguez. Je suis un des auteurs d'Uno. Je fais paraître bientôt La Révolution Métavers qui sort le 5 octobre, mais qui est déjà ici dans la librairie. Donc voilà. Donc, il était inscrit sur les réseaux sociaux. C'est Laurence, qui s'occupe des relations presse d'Uno, m'a expliqué qu'on a fait une petite erreur sur les réseaux sociaux. Ils ont indiqué en fait qu'il y avait une séance de signature à 17h, ce qui est impossible puisque je suis avec vous. Donc je ne peux pas être aux deux endroits en même temps. Donc voilà. Donc je pourrais ensuite me rendre là-bas si vous le souhaitez pour signer quelques livres, puisque c'est la dernière session de ce salon. Après, tout le monde rentre chez soi. Et c'est tant mieux parce que vous avez l'air tous très fatigués. Pas du tout. Bon. Bon, parce qu'il va falloir beaucoup d'énergie là pour le métavers. Hein. On va commencer par quelques petites questions. Ce qu'on va faire, c'est que je pense que c'est vous qui allez faire la présentation. Hein, c'est pas moi. Moi, je connais déjà un petit peu, pas beaucoup, mais je connais un petit peu l'univers. Donc c'est vous qui allez la faire parce que je suis sûr que vous savez déjà énormément de choses sur le métavers. Je vais faire une partie de la présentation, je plaisantais, vous inquiétez pas. Il n'y a personne qui va venir ici sur scène, mais c'était simplement pour dire en fait qu'il y aura une petite partie interactive. On a 30-40 minutes devant nous, donc on va essayer de passer un bon moment ensemble et d'essayer de découvrir ensemble ce qu'est le métavers. Pour ma part, je suis Philippe Rodriguez. Mon métier, c'est pas d'être auteur. Je suis banquier d'affaires dans une banque d'affaires qui est spécialisée dans la technologie. Donc j'aide dans cette banque d'investissement, j'aide en fait des entreprises à soit lever des fonds, soit à céder leur entreprise. J'ai été amené dans les années qui viennent de passer à beaucoup travailler sur les sujets blockchain, crypto, NFT, métaverse. Que des noms que vous connaissez bien. Et en fait, c'est suite à ça que je me suis vraiment intéressé au sujet. Et j'ai donc édité un premier livre en 2017 chez Duno qui s'appelle La Révolution Blockchain. Et quand Duno est revenu me voir en disant il faudrait faire une deuxième édition à La Révolution Blockchain, j'ai dit maintenant il faut faire autre chose, il faut faire la révolution métavers, parce qu'on entend beaucoup parler du métavers dans la presse, à la télé. Vous avez peut-être vu même les pubs d'une entreprise qui s'appelle Meta, qui est l'ancien Facebook, qui fait de la pub à la télé. C'est incroyable. J'ai vu ça hier soir avec ma femme. On s'est dit, tiens, il y a vraiment un changement d'époque. Et en tous les cas, c'est un sujet aussi sociétal. Évidemment, ce n'est pas qu'un sujet technologique, c'est un sujet aussi sociétal. Et puis pour vous qui êtes des entrepreneurs ou des entrepreneurs en devenir ou des conseils d'entrepreneurs, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il faut en avoir peur ? Est-ce que c'est une grande opportunité ? Est-ce qu'il faut y aller tout de suite ? Est-ce qu'on va encore avoir du travail demain ? Est-ce qu'on va avoir toute notre vie derrière des casques ? Ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble à travers cette présentation. Voilà. J'ai créé, avec mes petites mains, j'ai créé en fait un site web qui s'appelle larévolutionmétavers.fr, dans lequel il y a les références de tout ce qu'il faut savoir sur le bouquin, des extraits du bouquin, des bouquins que vous pourriez lire, autres que celui-là, parce qu'il en existe d'autres, que je référence aussi là-dedans, en donnant des éclairages sur ces bouquins. Alors on va commencer par la question qui fâche, une question à 2 millions d'euros. C'est beaucoup, hein ? En Bitcoin. Il est descendu là lundi, mais il est remonté hier. Qui, dans cette salle, est capable de définir ce qu'est le métavers en une phrase. Je ne vais pas vous demander de le faire, c'est juste pour savoir. 1, 2, 3, 4, voilà, de notions. OK. Bien. Un petit peu, bravo. Qui pense savoir ce que c'est le Web 3 ? Un petit peu plus. Très bien. Bon. Qui a déjà chaussé, on ne devrait pas dire chaussé parce que c'est sur la tête qu'on le met, des lunettes Quest ou une autre marque, des lunettes de réalité virtuelle.
Waouh! Voilà, alors pour ceux qui sont devant, vous ne voyez pas, je pense que c'est pratiquement 75% de la salle. Donc voilà, donc on peut dire que Facebook fait bien son boulot. Qui pense avoir eu une bonne expérience à travers ces lunettes? Vous avez vu des choses sympas? Ok. Bon, alors c'est un public conquis ici, en fait. Vous êtes déjà dans le métaverse, tous. Ok. La première chose... Ah, il manque des... Oui, bon, c'est pas grave. La première chose, une définition, mais puisque vous êtes visiblement tous des spécialistes, vous savez déjà que métaverse, c'est un mot valise qui comprend méta et univers. Univers en anglais, donc univers en français, méta, univers, ça donne méta, métavers. Méta, voilà une conjonction qui vient du grec pour dire au-delà, à côté, ou au-delà plutôt. Et donc le métavers, un univers qui est au-delà de celui que l'on connaît, de l'univers physique. Un monde virtuel, aussi, souvent on le décrit comme un monde virtuel, un monde qui va au-delà de celui du monde physique, dans lequel on peut faire plein de choses. On peut socialiser, on peut travailler, on peut s'éduquer, on peut jouer, on peut simplement y passer du temps pour ne rien faire. On va en parler tout à l'heure, c'est un des mécanismes d'utilisation du métavers. Et puis pour d'autres, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus important. Il s'agit d'une nouvelle version du web. On a connu la première version du web, qu'on appelle maintenant Web 1. Alors à l'époque du Web 1, on n'appelait pas ça Web 1, on appelait ça Web, parce qu'on ne savait pas qu'il allait y avoir une deuxième version. Et puis au début des années 2000, on a une deuxième version du web qu'on a appelée Web 2, ou parfois Web 2.0. Et puis récemment, en fait, est venu cet acronyme Web 3. On ne va pas rentrer dans le débat sémantique de savoir s'il faut dire Web 3.0 ou Web 3. J'en ai fait quelques pages dans le bouquin, donc je vous laisserai découvrir. Mais on dit plutôt Web 3, pour tout vous dire. Et donc, c'est cette troisième version du web. Et pour beaucoup, finalement, le métavers ou le Web 3, qui sont deux choses différentes, on va le voir aussi, c'est cette nouvelle interface, c'est ce nouvel Internet. Est-ce qu'il va venir tout de suite? Non. En tant qu'entrepreneur, vous avez un peu de temps, vous pouvez continuer à travailler avec vos clients physiques. Mais on est en train de le construire pas à pas et on est en train de le construire ensemble. Et cette nouvelle version de l'Internet, la nouvelle version d'Internet, cette nouvelle frontière, on l'appelle Web 3. Donc il y a quelque chose un peu d'utopique autour du Web 3 et on va voir de quoi il s'agit. Web 3, métaverse. Deux mots qu'on utilise souvent, qu'on utilise parfois à tort et à travers. J'avais un rendez-vous avec une jeune femme extrêmement spécialisée dans le Web 3 et qui n'était pas d'accord avec ce schéma-là. Elle ne l'avait pas vu, mais à travers son discours, je comprenais qu'elle n'était pas d'accord. Elle me disait, le métaverse, c'est pareil que le Web 3. Le Web 3, c'est le métaverse. Le métaverse, c'est le Web 3. Et en fait, je vais expliquer que pas vraiment, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans le Web 3, cette nouvelle version du web, dans lequel on utilise la crypto, dans lequel on utilise en fait des principes de décentralisation, dans lequel on utilise des wallets pour se connecter, etc., etc. Eh bien, on peut faire tout ça sans utiliser les principes qu'on a vus au début, qui sont cette nouvelle réalité qui dépasse la réalité dans laquelle on est. Donc du coup, il y a des choses qui sont Web3 qui ne sont pas du tout métavers. Et de l'autre côté, je travaille avec des entrepreneurs qui me disent, nous, on est métavers, mais on n'est pas du tout Web3. Pourquoi? Parce qu'on fournit une réalité virtuelle, on fournit des outils de réalité virtuelle, mais par contre, on ne croit pas en fait qu'il faut, par exemple, vendre des espaces à l'intérieur du métavers comme on le fait classiquement dans le Web 3. On pense en fait qu'il faut vendre simplement un accès et on peut travailler sans utiliser de wallet, mais en utilisant simplement sa carte bleue pour venir se connecter. Donc vous voyez en fait qu'il y a ces deux environnements qui sont joints dans certains espaces, évidemment, mais qui sont disjoints par ailleurs en fait. Je ne suis pas dans le bon sens. Mais alors, c'est quoi finalement les caractéristiques d'un métavers? Quand est-ce qu'on peut dire, là c'est du métavers, et puis si je suis en train de jouer à FIFA, pourquoi FIFA ce ne serait pas un métavers? Finalement, c'est un environnement un peu virtuel dans lequel on joue au foot, sur sa PlayStation,
ou sur d'autres machines. Et finalement, pourquoi pas, on pourrait appeler ça aussi un métaverse, un environnement virtuel qui dépasse notre réalité, donc pourquoi pas. Et en fait, il y a un certain nombre de caractéristiques que je vous propose, qui sont des caractéristiques qui nous font dire, là, on est dans quelque chose qui ressemble à cette utopie, cette chose qu'on est en train de construire, qui s'appelle le métavers, cette nouvelle version du web. Première chose, la persistance. Logiquement, dans une plateforme métavers, dans un monde qui appartient au métavers, eh bien, lorsque vous vous déconnectez, le monde continue à tourner sans vous, continue à exister. Ce qui n'est pas le cas du FIFA, hein, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont joué à FIFA. Non, vous ne jouez pas à FIFA, monsieur. Non, jamais. D'accord. Ou un jeu vidéo, par exemple. Non plus. OK. Et donc, si vous jouez, en fait, par exemple, à un jeu, lorsque vous déconnectez, le jeu ne continue pas tout seul. Et si vous vous remettez au début du jeu, vous mettez au début du jeu. Là, imaginez, en fait, un monde qui continue à exister quand vous êtes déconnecté. Donc, ce que vous avez construit continue à exister. Puis, si quelqu'un vient détruire ce que vous avez construit, il se sera détruit lorsque vous reviendrez. Temps réel. L'idée, en fait, que tous les utilisateurs sont dans le même espace-temps. Hein ? Alors, pourquoi je parlais d'une utopie ? Parce qu'on n'en est pas là du tout, en fait. La plupart de ce qu'on présente dans le métavers, dans la presse, simplement selon ce critère-là, ne répondent pas du tout à ça. Hein ? Si vous allez voir, par exemple, un concert sur Fortnite, en fait, vous n'avez que 100 personnes qui regardent le concert, multiplié par le nombre de salles virtuelles. Il faut qu'en fait, on n'est pas tous en temps réel sur ce concert-là. L'utopie qu'on imagine en fait du métavers, c'est un endroit dans lequel, effectivement, on est en temps réel. Tout le monde, à partir du moment où on se connecte, on peut parler avec tout le monde en temps réel. La présence. La présence, c'est un sujet super important qui fonctionne aussi bien pour les consommateurs, pour le grand public, que pour le professionnel. La présence, le sentiment de présence, c'est quelque chose que l'on a perdu dans le web, ou parfois on n'a jamais eu en fait. C'est-à-dire le fait, pour ceux qui ont déjà porté des lunettes, si vous êtes baladé par exemple dans Horizon World ou dans ce type de plateforme, on est obligé de constater en fait qu'on ressent qu'il y a bien une personne de l'autre côté qui est réelle, qui est en train de parler avec nous. Hein, ce qu'on ne ressent pas forcément lorsqu'on est sur Facebook en mode des images, ou etc. On ne sent pas la personne de l'autre côté. Ici, il faut imaginer qu'on ressent la personne. On vit en fait une forme d'empathie. C'est la reproduction de cette empathie dans le monde virtuel. Et c'est extrêmement important dans l'environnement business aussi. Si on prend le cas, par exemple, du cas d'usage du métavers dans la médecine, on imagine bien que la présence, c'est quelque chose d'important pour pouvoir diagnostiquer quelqu'un et sentir cette présence. Ça peut être le cas aussi dans les relations sociales, ça peut être le cas dans des négociations d'un contrat qui se ferait dans le métavers. Donc cette notion de présence, c'est super importante et elle est très loin d'être réalisée. Hein, on s'y approche, on y réfléchit. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'avatars dans le métavers. Parce que c'est grâce à ces avatars en fait, qu'on est capable de donner une forme de présence. C'est pour ça que ces avatars sont animés. On a une société en France qui est spécialisée dans l'animation des avatars, pas dans les avatars, dans l'animation des avatars. Pourquoi ? Parce qu'ils savent à quel point la présence, c'est quelque chose d'important. Et cette présence, on la ressent aussi par les mouvements que l'on peut faire, les mouvements d'expression, la capacité à exprimer une émotion. Et puis, l'économique. Dans une plateforme métavers, si on prend Sandbox, si on prend Decentraland, à qui appartient en fait ces environnements dans lesquels vous vous baladez ? Ils appartiennent aux utilisateurs. Ça fonctionne comme ça. Ça veut dire que contrairement à un jeu vidéo dans lequel l'endroit où vous baladez n'appartient à personne, ici, chacun des terrains ou des parcelles, comme on dit, ou des landes, pour utiliser la terminologie Web3, appartient en fait à quelqu'un qui l'a acheté. Donc vous pouvez acheter des parcelles, y construire un building, vous pouvez louer ce building, vous pouvez l'utiliser pour avoir des activités commerciales à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup d'annonces qui ont été faites sur différentes marques qui ont construit en fait dans un métavers, puis un autre, des espaces dans lesquels ils peuvent recevoir leurs clients
Recevoir des futurs employés, c'est le cas de Carrefour, qui a eu cette magnifique expérience dans laquelle ils reçoivent des nouveaux collaborateurs à l'intérieur du métavers, et dans lequel le président de Carrefour peut venir les saluer un à un et avoir le sentiment de présence, de pouvoir discuter avec chacun d'entre eux. Et ça, c'est cette notion économique qui fait aussi que tout ce qui existe dans le métavers peut finalement être acheté et peut donc être vendu plus tard aussi. Et pour pouvoir faire ça, on va voir qu'on a besoin d'une technologie dont je reviendrai, qui est la technologie de la blockchain. C'est elle qui permet de faire qu'on puisse dire que cette chose-là appartienne à telle personne de façon sécurisée et sans que ça soit de façon centralisée. Donc ça, ce sont des éléments qui sont des éléments importants pour comprendre en fait les caractéristiques du métavers. La pervasivité. Donc quelque chose de pervasif, c'est quelque chose qui peut aller d'un environnement à un autre. Et on s'est rendu compte en fait que le métavers, dans l'esprit en fait des gens qui sont en train de le construire, on veut absolument trouver aussi un lien avec le réel. Donc c'est notamment tout le penchant sur les métavers avec la réalité augmentée. Donc on va rajouter une dimension virtuelle au-dessus d'une réalité. Et cette pervasivité permet en fait de passer de l'un à l'autre. Dans le volet professionnel, business du métavers, ça va jouer beaucoup, beaucoup. Se balader, j'ai déjà vu les applications dans lesquelles on se balade dans des usines, dans lesquelles, grâce à des lunettes, on peut voir sur l'usine soit la température d'un tuyau, soit le nouveau tuyau qui doit fonctionner là, soit même une indication sur ce qu'on doit faire avec un interrupteur ou ce genre de choses. Cette réalité augmentée à l'intérieur des usines, par exemple pour le cas des usines, c'est une réalité qui vient s'augmenter au-dessus de la réalité. C'est ça la pervasivité. L'interopérabilité, c'est que vous l'avez remarqué aujourd'hui, le métavers n'est pas accompli encore. La preuve, c'est que normalement, on devrait dire un métavers, comme on dit un Internet. Enfin, on dit pas les Internets. On dit Internet. Pourtant, ce sont des réseaux qui sont différents, mais qui sont tous connectés entre eux, parce qu'ils utilisent tous les mêmes standards de communication. Aujourd'hui, en fait, chacune des plateformes est un peu autonome et prétend en fait être ouvert et offrir en fait la possibilité de faire que ce que vous faites à l'intérieur d'une des plateformes, vous puissiez l'exporter sur une autre plateforme. Cette interopérabilité, on ne l'a pas encore. Beaucoup de gens y travaillent. Les NFT, qui sont ces capacités de créer en fait un objet digital sur lequel on peut prouver la propriété, vont aider à le faire. Donc on peut imaginer que vous soyez sur Sandbox, vous achetiez quelque chose sur Sandbox, par exemple des chaussures, des sneakers. Et ces sneakers, vous allez pouvoir les embarquer dans Decentraland ou chez Meta et les utiliser chez Meta. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais tout le monde travaille à cette interopérabilité. Là, toutes les plateformes sont en train de travailler dur là-dessus. C'est un point qui est super important. Et le dernier, qui est peut-être le plus important finalement, c'est l'esprit de communauté. C'est finalement, contrairement au Web 2.0, qui était le web des plateformes, au fond. On a tous utilisé des Facebook, des Instagram. Finalement, on a confié tout ça à des entreprises comme Facebook, Google, Microsoft, Amazon. Et ils ont créé des plateformes dans lesquelles on utilise ces applications. Ici, en fait, on imagine que dans le Web 3 ou dans le métavers, l'ensemble des données, l'ensemble de ce que l'on fournit va continuer à appartenir en fait à ces utilisateurs. Et les expériences même que l'on va vivre, c'est-à-dire les applications en quelque sorte que l'on pourrait vivre dans le métaverse, vont être construites par des utilisateurs. Quelqu'un a déjà joué à Roblox ? Ok. Normalement, on arrête à 14 ans, vous êtes au courant pour Roblox. Ok. Donc si vous avez plus de 14 ans, c'est normal que vous n'ayez pas utilisé Roblox. Non mais je plaisante, monsieur, bien sûr. Dans Roblox, qui est avec une forme en fait de plateforme métavers, ce que font les gamins, c'est qu'ils jouent à des jeux qui sont construits par d'autres gamins. Hein, et vous pouvez acheter en fait des artefacts à l'intérieur pour pouvoir
les utiliser. Et lorsque vous utilisez en fait ces expériences qui sont créées par d'autres gamins sur Roblox, eh bien, les gamins sont payés. 2021, Roblox a versé 500 millions de dollars aux gamins. C'est pas un petit business. Hein? Ouais, payé dans la réalité. Oui, payé dans la réalité. Ouais. Donc c'est pas un petit business, c'est un énorme business. Et on imagine en fait que ceci va continuer à se reproduire. C'est le cas de Sandbox aussi, dans lequel chacun des entreprises, mais si vous disposez d'un LAN, d'un Sandbox, vous pouvez offrir des expériences qui peuvent être un jeu, qui peut être une formation, qui peut être un coaching. Pourquoi je dis ça? C'est parce que par rapport à votre métier d'entrepreneur, si vous fournissez des conseils, il est possible en fait qu'une partie des conseils que vous allez rendre, peut-être pas demain matin, peut-être pas à la fin de cette année, mais peut-être déjà un peu l'année prochaine, vont se faire peu à peu dans ces environnements-là. Formation, du coaching, de l'assistance, de la vente, pourrait se faire de plus en plus sur ces systèmes. Et cet esprit de communauté drive en fait la totalité de ce qui se passe dans le métaverse et dans le Web3. Ces caractéristiques sont assez bien... tout le monde est OK à peu près pour ces caractéristiques. Ce qui nous fait dire que le métavers n'existe pas aujourd'hui. Puisqu'en fait, si trouver une plateforme qui répond à tous ces points-là, aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment. Mais c'est le cahier des charges que se donnent toutes les plateformes pour construire le métavers de demain. Hein, c'est vraiment ça qui est fait. Allez, j'avance. Alors pourquoi maintenant? C'est une question qu'on peut se poser, c'est une question qu'on me pose souvent, qui est de dire ouais, mais en fait, le métavers, ça existait avant. En fait, il y avait, par exemple, il y avait Second Life qui existait, je ne sais pas si vous vous rappelez. Quelqu'un a déjà utilisé Second Life? Ok, voilà. Bon, ça a affaibli à partir de 2010 à peu près. C'est monté jusqu'à 1 million d'utilisateurs. D'ailleurs, on en avait beaucoup parlé dans les journaux à cette époque-là. Là, c'est un peu descendu. Il doit y avoir 600, 700 000 utilisateurs sur Second Life. Mais si on regarde par rapport aux caractéristiques qu'on vient de nommer, il y a plein de choses qui manquent quand même dans cet environnement. Hein. Ce n'est pas construit par les utilisateurs. Il n'y a pas de notion économique dans Second Life. Il manque aussi probablement le côté interopérabilité. Donc c'est un environnement virtuel, certes, c'est un monde virtuel, mais qui ne correspond pas tout à fait aux caractéristiques du métavers. Entre-temps, il y a d'autres plateformes qui sont arrivées, comme par exemple Roblox. Quelqu'un a une idée du nombre d'utilisateurs de Roblox par mois? Donc, moi, je vous le dis, c'est à peu près la population de l'Espagne. Hein, c'est 50 millions d'utilisateurs par mois. C'est beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, et c'est compliqué de faire fonctionner une plateforme dans laquelle il y a 50 millions d'utilisateurs qui ne font pas simplement que de visiter des pages web, mais qui jouent, qui mènent des expériences, qui construisent des choses. Hein. Donc c'est vraiment des environnements dans lesquels il y a beaucoup de monde. Alors pourquoi maintenant? Probablement à cause de ces trois choses qui sont venues se percuter. Trois choses qui se percutent, trois mouvements qui se percutent. Le premier, c'est un mouvement culturel. C'est que la plupart finalement des innovations arrivent parce que d'abord il y a un mouvement culturel, parce que il y a un niveau d'acceptation qui est plus grand. Et on va voir en fait en quoi ce mouvement culturel, comment il est arrivé là. Deuxième chose, la technologie. Il y a plein de choses qui n'existaient pas. Par exemple, la blockchain n'existait pas, je ne sais pas, avant Bitcoin, donc 2009. Et donc avant 2009, la blockchain, ça n'existait pas. Et encore le terme de blockchain, il arrive assez tardivement. Il arrive plutôt en 2013, 2014. Et puis l'économique, l'écosystème. Le fait en fait qu'il y a un intérêt à faire que ça puisse exister parce qu'il y a un intérêt économique. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se sont rués dessus, probablement à cause justement de l'aspect blockchain et technologie, et qui permettait de faire que ça existe. Sur culturel,
Plusieurs choses. Tout d'abord, génération Z. La génération Z, c'est probablement la génération aujourd'hui la plus influente. Hein. C'est celle que l'on regarde pour regarder les tendances. Hein. Cette génération, c'est une génération, on va le voir, qui joue beaucoup, qui a joué beaucoup, et qui sont en fait des gens qui sont nés avec l'Internet et le digital. Contrairement aux générations Y, qui eux l'ont vu grandir et qui ont grandi en fait avec le digital. Les générations Z, ils vivent avec le digital. J'ai un slide là-dessus. La littérature, les jeux vidéo, le cinéma, et puis la pandémie, qui fait que on a tous été contraints de travailler en Zoom avec nos clients. Même les gens qui disaient que ce n'était pas possible, il a bien fallu le faire. J'aime beaucoup cette citation de Frédéric Oudéa, le patron de Société Générale, qui disait que personnellement, il pensait que c'était impossible de faire travailler une banque de la taille de la Société Générale, tout le monde en remote. Mais bon, la pandémie lui a donné tort. Il a été obligé d'admettre que c'était possible. Voilà. Ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, cette crise nous a obligés en fait, à nous tourner vers le virtuel. Alors, vous connaissez les générations, je ne vais pas faire un cours là sur la génération, vous connaissez ça, mais chaque génération a vécu en fait des moments forts. Et peut-être la génération Z, d'ailleurs, son moment fort, c'est le Covid-19, c'est le mariage pour tous, c'est le populisme, alors que la génération Y, c'est plutôt marqué par le 11 septembre, peut-être par l'arrivée de Google, l'arrivée de Facebook. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on pourrait presque dire que les générations Y sont, qu'on appelle les millennials aussi, sont finalement les gens qui ont vu arriver en fait le Web 2. Et la génération Z, c'est ceux qui sont en train de construire le Web 3. Et c'est hyper important. Moi, quand je vois une entreprise en fait, qui vient me présenter un projet métavers ou un projet Web 3, je me pose toujours la question de savoir comment ils sont connectés à des générations Z, comment ils comprennent en fait ce que font, la façon dont vivent les générations Z. S'ils ne sont pas capables, je ne suis pas sûr que le projet réussisse. Est-ce que c'est vraiment connecté à ça? Et puis la littérature. Dis donc, on a eu quand même énormément de bouquins, énormément de films. J'en cite quelques-uns, mais on aurait pu en citer beaucoup plus. Qui a lu Snow Crash, le samouraï virtuel en français dans la salle? Ah, lecture obligatoire pour ce week-end. À lire Le samouraï virtuel. Alors pourquoi il faut lire ce livre? Vous savez? Il a créé le nom, voilà, c'est indiqué, voilà. Effectivement, Neil Stephenson, qui est un énorme auteur de science-fiction, je suis un grand fan de science-fiction, je vous le dis tout de suite, qui est un grand auteur de science-fiction, qui a écrit plein de bouquins. Lui, il a proposé en fait le terme de métavers en 92, hein. 92. Et il décrit même ce qu'est le métavers en 92. Et puis William Gibson qui va rentrer en fait dans ce qu'on appelle une sorte de cyberculture, ce qu'on appelle les cyberpunks, qui sont un mouvement littéraire autour justement des métavers, et de l'internet nouveau, et puis évidemment Matrix. Alors là, si je vous demande de lever la main, parce que qui a vu Matrix, je vais dire quand même. Ah bah oui. Bon, il y a plus de gens qui vont au cinéma qui lisent des bouquins, j'ai l'impression. Hein. Attention. Hein. Et puis Ready Player One, qui l'a vu? Canon. Qui a dit Canon? Canon. Ouais, ouais, Spielberg, déjà. Spielberg. Le défaut du film, c'est qu'il est tellement bien fait que, quelque part, tout le monde pense que le métavers, ça va être ça. C'est tellement bien fait, l'histoire est tellement chouette, le rendu est tellement extraordinaire, qu'on se dit, on veut que le métavers, ça soit ça, mais ça ne peut pas être autre chose. Ça peut être autre chose. Et ce sera évidemment ce qu'on voudra que ça soit. C'est nous qui allons le construire, c'est pas Spielberg. Les technos, il y a plein de choses qui sont arrivées pendant ces temps-là. Et qui font que le métavers existe aujourd'hui. Les technologies immersives, le spatial computing, le fait qu'on puisse se balader dans un environnement virtuel en utilisant des lunettes, tout ça, c'est des technologies qui n'existaient pas
auparavant, qui ont été développés récemment. Blockchain, les NFT, on en a parlé, les interfaces, l'intelligence artificielle, la robotique. Et puis, on pourrait y passer des heures là-dessus. Toute l'infrastructure qu'il faut mettre en place, parce qu'il reste beaucoup de choses à mettre en place, pour faire que si l'ensemble des utilisateurs de Facebook et d'Instagram veulent en fait avoir une expérience virtuelle dans laquelle on se parle comme on est en train de se parler ici, le réseau ne tiendrait pas. Ça fait 2 milliards de personnes qui d'un coup arriveraient sur le réseau. Donc il y a tout ça qu'il va falloir résoudre, il y a tout ça sur lequel il va falloir travailler. Et c'est pour ça que le métavers va exister, mais peut-être par petits pas. Je passe le sujet sur les blockchains NFT pour être dans les temps. Technologie immersive, il se passe plein de choses. Évidemment, les capacités que vous avez à faire des jeux dans lesquels, mais aussi apprendre des choses en classe, faire aussi des applications de retail dans lesquelles on peut faire ce qu'on appelle donc la réalité augmentée, qui consiste à rajouter une couche de réalité sur la réalité existante. On le voit ici avec l'exemple que je mentionnais tout à l'heure sur une usine dans laquelle on peut voir en fait ce qui se passe sur une machine-outil en ayant en fait une surcouche d'informations. Les technologies haptiques. Qui sait ce que c'est haptique? Ah, monsieur Offrand, ici. OK. Donc la science du toucher, en fait, l'optique, c'est la science de la vue, en quelque sorte. Et puis haptique, la science du toucher, du ressenti. Hein. Super important. Super important parce que dans des applications courantes, grand public, savoir qu'on a été touché par une balle, bon, ok, c'est important, mais ça reste un jeu. Mais par exemple, pour un chirurgien, savoir en fait que quand il est en train d'apprendre un mouvement, savoir qu'ici il y a une résistance ou qu'il se passe quelque chose, ça, c'est des applications qu'on ne peut faire que grâce à la technologie haptique, hein, qu'on appelle aussi retour de force, qui est le fait que lorsqu'on tourne quelque chose, en fait, il y a une force en retour qui donne un feedback et qui donc donne une information sur ce qu'on est en train de faire. Donc il n'y aura pas de métavers professionnel, par exemple, pour les chirurgiens, pour différentes corps de métier qui ont besoin de toucher des choses, de comprendre comment les choses fonctionnent, sans la technologie haptique. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent, dont une entreprise que vous connaissez probablement qui s'appelle Tesla, qui vient de sortir en fait un nouveau produit qui s'appelle Tesla Suite, donc le costume Tesla, et qui va vendre en fait des costumes qui vous permettent de ressentir différentes choses. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est sorti dans la presse il y a quelques jours. Et puis, les robots, l'intelligence artificielle. On va se parler entre nous, bien sûr, sur le métavers. Mais de temps en temps, on parlera avec aussi un peu comme dans les jeux, vous savez, il existe dans les jeux pour ceux qui ont joué au jeu de rôle. Quelqu'un jouait à un jeu de rôle déjà? Ok. Plus de mecs que de filles quand même, hein, je dis tout de suite, mais... eh bien, dans les jeux, on a aussi des personnages non joueurs, qui ne sont donc pas joués par des joueurs, qui sont joués par une intelligence artificielle. Ici, ça va prendre une importance grande. C'est-à-dire que oui, il y aura probablement 2 milliards de personnes sur le métavers d'ici 10 ans, 15 ans. Mais il y aura probablement aussi 2 ou 3 milliards d'intelligence artificielle qui vont être des agents qui vont nous aider à faire quelque chose. Imaginez le scénario de commerce électronique. Aujourd'hui, on se balade sur des pages, puis on choisit le produit que l'on veut. Demain, on aura plutôt un agent, un petit peu dans le format, si vous voulez, de la pharmacie. On arrive, on dit voilà ce que j'ai. Ah bon, vous avez de la toux. Je vous propose tel médicament. Ah oui, non, monsieur, je ne le veux pas. Moi, j'ai le générique, voilà. Et là, c'est un peu cette expérience qu'on va avoir, mais ce sera une intelligence artificielle qui sera capable de faire ça. Et donc d'avoir une expérience extrêmement fluide, extrêmement simple. Beaucoup d'entreprises travaillent déjà beaucoup là-dessus. Vous avez peut-être entendu parler des méta-humains. Les méta-humains sont ces avatars qui ressemblent terriblement à des humains. Je vous invite à visiter, par exemple, le site de Unity pour voir ce qu'ils ont fait. C'est absolument incroyable, c'est bluffant. Hein. Bon, ça fait presque un peu peur, hein. Mais ce sont vraiment des choses qui ressemblent vraiment à des humains. C'est un peu comme ceux que j'ai représentés ici et qui vont pouvoir entretenir des conversations comme des agents.
Écosystème, c'est le dernier point. C'était le point, tout ça, ça a aussi boomé, ça a pris l'intérêt parce que il y a une création de contenu, une création d'expériences que l'on peut faire. Donc du coup, ça appelle des entrepreneurs, ça appelle en fait des créateurs, ça appelle des artistes à vouloir s'investir dans ce monde virtuel, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et aussi parce qu'il y a un système qui permet vraiment de faire une nouvelle économie, qui est plus une économie créative que simplement une économie dans laquelle on est simplement rémunéré à la page vue. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à présent, en fait, vous baladez dans Facebook, c'est un peu vous le produit parce que Facebook vend des publicités parce que vous visitez des photos de chats. Là, c'est différent parce que en fait, c'est vous qui allez apporter des expériences, c'est vous qui allez apporter en fait votre métier je ne sais pas, par exemple, de coach. Vous allez pouvoir le faire. Et c'est un petit peu comme si on renversait la pyramide et que la plateforme était juste là pour vous proposer l'infrastructure dans laquelle vous allez pouvoir travailler à l'intérieur. C'est très important, ça. Cette économie créative fait que les prolétaires du web, les gens qui faisaient que les graphismes, qui faisaient les sites web, ce genre de choses, vont devenir les patrons du web. C'est eux qui vont devenir les patrons. Et si vous êtes dans cet environnement, vous avez tout intérêt à vous investir là-dedans, parce que c'est vous les futurs patrons. Et il y a quand même des défis. Hein. Moi, je ne me fais pas le promoteur particulièrement du métavers. Je vois aussi qu'il y a un certain nombre de défis devant nous, qui sont super importants. La sécurité, comment on va faire pour sécuriser tout ça? OK, il y a la blockchain, c'est sécurisé, etc., mais il y a quand même de grands défis de sécurité. La vie privée. La diversité, parce qu'il y a quand même tout un sujet de diversité sur la façon dont tout le monde va pouvoir vraiment rejoindre ces environnements. L'acceptation sociale, l'addiction. On peut parler un instant de l'addiction. L'addiction, c'est un des sujets sur lesquels on se pose le plus de questions. Parce que lorsqu'on voit des gamins qui passent des heures devant des jeux vidéo et qu'on va leur offrir un nouvel outil qui va être passionnant, qui a un nouveau monde, on se dit on ne va jamais arriver à les décrocher du casque. Un peu l'effet que ça m'a fait quand j'ai mis pour la première fois le casque à ma femme. Je n'ai pas pu lui enlever. Parce qu'elle a trouvé ça tellement fantastique. Elle m'a dit mais c'est génial, non, mais je ne veux plus l'enlever. Bon, elle l'a enlevé au bout d'un moment, hein, mais... Hein? C'est pas que des jeux, non, non. Mais il y a un risque d'addiction, donc ce qu'on appelle le netaolisme, qui est l'addiction à l'Internet qui existe, hein, qui est vraiment une addiction, qui fait partie des addictions, et qui fait qu'on a du mal, on doit tous être un peu atteints, hein, qu'on a du mal en fait à ne pas réagir à une notification, qu'on a besoin d'aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On est tous atteints à plus ou moins quelques degrés, mais là, il y a des risques en fait, de tomber dans des choses beaucoup, beaucoup plus graves. Et en tous les cas, on doit y réfléchir tous ensemble. Dernière chose, pour ma part, je pense en fait qu'on est en train de construire ce qu'on appelle un commun numérique. Hein. Vous vous rappelez peut-être la notion des communs, la théorie des communs. C'est un espace public qui est partagé et qui est géré de façon communautaire et dans lequel on va pouvoir, un peu comme Wikipédia, voilà, pour vous donner un exemple. Wikipédia est le parfait commun. C'est d'ailleurs le parfait commun numérique. Ça n'appartient pas à une entreprise. Chacune des personnes qui travaillent dans la communauté Wikipédia, ou du moins qui œuvrent dans la communauté Wikipédia, apporte un certain nombre de choses. Et chaque utilisateur a bien la possibilité de consulter Wikipédia. De temps en temps, vous faites un don à Wikipédia. Vous pouvez faire un don d'ailleurs de 2 € si vous voulez. Et ces dons permettent de financer les serveurs qui permettent... Ça ne finance pas les gens qui font les publications, mais ça finance au moins les serveurs qu'il faut mettre en place pour pouvoir rendre Wikipédia possible. C'était la page pour Wikipédia. Si vous avez 2 €, de temps en temps, pensez à Wikipédia. Et en fait, il y a 2 mondes qui s'opposent. Vous avez un monde qui vient plutôt de l'open source, du monde décentralisé, des cryptos, des DAO. Ce sont nos amis tout à l'heure qui définissaient un peu le Web 3, qui eux pensent en fait qu'il faut faire de l'open source, des communautés, qu'il faut être antifragile. Antifragile, ça veut dire qu'on ne peut pas casser, parce que c'est décentralisé, on ne peut pas
casser le système parce qu'on a cassé une des parties, un peu comme l'Internet. L'Internet a été construit comme ça. L'Internet a été construit de façon à ce qu'on ne puisse pas l'arrêter, même si on arrêtait un des points du nœud. C'est vraiment ça. Eh bien, c'est toute cette conception ici qui est là. C'est les gens qui sont plutôt dans Decentralized Systems. Donc, si vous écoutez par exemple le patron de The Sandbox, Sébastien Bourget, que j'ai interviewé, qui est dans le bouquin, lui, il est à mort là-dedans. Et puis de l'autre côté, ces gens ont un problème, c'est l'adoption. C'est que c'est compliqué pour eux de faire de l'adoption et d'avoir beaucoup de gens qui arrivent parce que ils disent on veut pas de visa, on veut pas de nom et de mot de passe, on veut juste des wallets, on veut juste des gens qui utilisent la crypto. Donc l'adoption est longue. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les wallet gardens, donc des jardins bien organisés et surtout emmurés, dans lesquels vous allez avoir des grands de la technologie, des Meta, des Facebook, c'est Meta maintenant, des Meta, des Microsoft, des Amazon, qui eux proposent d'autres systèmes qui vont donner tout un tas d'interopérabilité dans la plateforme. C'est-à-dire quand vous êtes dans Meta, vous êtes dans Horizon, donc le nouveau métavers de Meta, vous pouvez vous prendre en photo et le poster sur Facebook ou faire un Instagram. Donc il va y avoir une super interopérabilité dans la plateforme et par contre une adoption massive. C'est qu'ils sont capables de déployer vraiment de façon à faire une adoption massive. Mais on n'aura pas ces avantages-là. Donc c'est ces choix-là sur lesquels le métavers est aujourd'hui. Pour ma part, je considère en fait qu'on doit aller plutôt vers un modèle qui ressemble plus à un Wikipédia, donc à un commun numérique, plutôt que quelque chose qui appartiendrait à une entreprise. Et voilà, c'est donc cette révolution que l'on doit faire ensemble. Il y a plein de cas d'usage. Vous pouvez être dans l'art. L'art est un cas d'usage incroyable parce qu'on peut NFTiser des œuvres d'art, les vendre déjà. Il y a beaucoup de choses qui existent et qui permettent en fait de répondre à des besoins de ce type-là. Mais vous pouvez être dans l'immobilier, vous pouvez être dans la collaboration, on l'a vu tout à l'heure, avec le coaching, avec la formation. Tous ces sujets-là vont exister. Dans le sport, avec le e-sport, avec différentes choses. Des cas d'usage, on va en voir apparaître dans tout cela. Et j'ai mis 3 petits points, bien sûr, parce qu'il va y en avoir plein d'autres. Je vous remercie de votre attention. Il est 6h pile. Pile. Donc ça nous laisse le temps pour ceux qui veulent acheter le bouquin d'aller à la librairie avant qu'ils remballent tout. Et je vous remercie. Je suis désolé, on n'a pas eu le temps de répondre à des questions, mais je suis à votre disposition là-bas pour répondre à toutes vos questions. Merci.